Bonjour et bienvenue à notre Facebook Live politique en direct de Paris Match pour débriefer l'actualité de la semaine, dominée encore une fois par Jean-Luc Mélenchon et les suites de cette opération perquisition à son domicile, au siège de son mouvement et chez de nombreux camarades insoumis. Un Jean-Luc Mélenchon qui a littéralement explosé de colère, provoquant bousculade avec les policiers et une énorme polémique qui n'en finit pas de rebondir. Mardi, c'est son ex-communicante Sofia Chikirou qui est montée à son tour au feu en filant les gants de boxe pour plaider sa cause, celle de son client principal évidemment Jean-Luc Mélenchon et accessoirement celle des Insoumis. Sur le ring de BFM, la jeune femme inconnue du grand public est apparue tenace, bagarreuse, parfois convaincante, souvent nettement moins, soupçonnée par la justice d'avoir surfacturé certaines prestations de sa société Mediascope. Elle a nié en bloc ces accusations, mais n'a pas totalement levé les doutes sur le mélange des genres, puisque Sofia Chikirou nous explique en même temps qu'elle était simple prestataire et en même temps qu'elle n'était pas donneuse d'ordre, alors que Jean-Luc Mélenchon explique partout que c'était le personnage central de sa campagne. Donc il lui restera évidemment à attendre la suite, c'est-à-dire celle des enquêteurs, les faits qu'ils vont établir, les décisions qui seront prises ensuite par le procureur. Ça prendra sans doute encore de nombreux mois avant que Jean-Luc Mélenchon puisse, comme il le dit, laver son honneur et effacer tous ses soupçons. Qu'est-ce qui est le plus préjudiciable aujourd'hui pour Jean-Luc Mélenchon ? Alors ce qui est le plus préjudiciable au fond, c'est les conséquences politiques. Il y a évidemment ce que dira la justice, mais c'est les conséquences politiques. Parce que Sofia Chikirou, dans ses déclarations, en même temps qu'elle a défendu Jean-Luc Mélenchon, elle a évoqué le coup de génie de son mentor, notamment dans sa réaction après les perquisitions. Or, on voit bien que cette affaire est devenue politique parce que Jean-Luc Mélenchon n'a pas eu la réaction habituelle qu'ont les hommes politiques. Alors souvent il râle, il proteste contre les perquisitions, mais là c'est allé beaucoup plus loin. Ce n'était pas seulement le bruit et la fureur habituelle du député de Marseille, c'était davantage violence comprise. Du coup, c'est la présidentialité de Jean-Luc Mélenchon qui en a pris un sacré coup dans cette séquence. Il avait la belle opportunité de pouvoir élargir son socle en ratissant davantage les électeurs déçus d'Emmanuel Macron, ceux qui sont encore au PS mais commencent à se dire que Jean-Luc Mélenchon sera peut-être la seule possibilité à gauche, et tout ça évidemment dans la perspective des européennes. Il avait l'occasion unique de rassembler cette gauche émiettée façon Épinay, comme le fit François Mitterrand dans les années 70. L'opération est reportée au calendrier grec et n'est pas Mitterrand qui veut, c'est bien la suite logique de cette séquence, car Jean-Luc Mélenchon n'a pas fini de payer les pots cassés de ce mauvais feuilleton. On le voit dans les sondages, il a déjà laissé quelques plumes. Une première enquête d'Opinionway montre que 7 Français sur 10 désapprouvent son attitude, dont 50% rien que chez ses électeurs du premier tour. Et les autres sondages de popularité montrent un recul très fort du député de Marseille, preuve que le malaise est bien installé et qu'il faudra du temps pour le dissiper. Est-ce tout bénef pour l'Élysée ? Alors forcément, pour l'Élysée, c'est évidemment tout bénef. Pourquoi ? Parce que dans une séquence très mauvaise pour Emmanuel Macron, avec un remaniement poussif, après des démissions fracassantes, Hulot, Collomb, l'affaire Benalla, la rentrée est très mauvaise pour Emmanuel Macron. Et du coup, d'un seul coup, tout est passé au second degré. On n'a pratiquement plus parlé du remaniement, on n'a pas non plus, on ne s'est pas attardé sur son intervention à la télévision, plus ou moins ratée, et pas seulement à cause du manque d'éclairage. Donc pour Emmanuel Macron, c'est forcément tout bénef.
C'est tout bénef également parce que Jean-Luc Mélenchon continue de se caricaturer, continue d'apparaître comme à la fois le premier opposant, mais en même temps celui qui est incapable de rassembler la gauche et celui qui, au fond, ne semble pas en mesure d'offrir une alternative crédible. Et à l'Élysée, on est persuadé qu'il ne réunira jamais assez d'électeurs pour se faire élire président de la République, voire même atteindre le second tour. En même temps, on commence aussi à se demander si les députés de la majorité, qui font le tour des plateaux aussi pour taper sur le clou Mélenchon, ne devraient pas ralentir un peu, car Mélenchon, comme le dit un conseiller de l'Élysée, reste l'opposant idéal, celui qui permet à Emmanuel Macron de voir sur le côté gauche de l'échiquier politique une gauche éparpillée façon puzzle, et ça l'arrange. Est-il fragilisé au sein de la France insoumise ? Alors c'est la vraie question, parce qu'on voit bien qu'à la fois la plupart des députés ont fait bloc derrière lui, mais certains sont restés silencieux. Je pense notamment au député François Ruffin, mais aussi à la députée Clémentine Autain, qui manifestement ont fait un pas de côté sur cette séquence, n'approuvant pas du tout la stratégie du bruit et la fureur après les perquisitions. D'ailleurs, on a bien vu que Sophia Chikirou, dans les nombreux messages qu'elle a adressés lors de son interview à la télévision, elle a eu cette phrase: pour me faire baisser les yeux, il faudra me les crever. Et ça s'adressait, c'était un message entre guillemets adressé directement à ses amis de l'intérieur. Difficile de le comprendre autrement. Merci beaucoup, Bruno Eugénie.